Tu as levé ta main. C'est accidentel. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Je disais qu'on va continuer sur le même lancé que nous avions débuté, à savoir les fichiers et les types de permissions qu'on peut avoir à l'intérieur des fichiers. Selon vous, il existe combien de types de fichiers sous Linux? Et quelle est la différence sous Linux entre fichier et répertoire? Il existe combien de fichiers? Et sous Linux, quelle est la différence entre fichier et répertoire? Quelle est la différence entre fichier et répertoire sous Linux? Et quels sont les types de fichiers qu'on peut avoir sous Linux? Sous Linux, il n'y a pas une différence entre fichier et répertoire. Ils les considèrent tous comme étant des fichiers. D'accord? Ensuite, pour les types de fichiers, on en a les fichiers normaux. Ce sont des collectes d'octets. Il n'existe pas de différence entre les fichiers texte et les fichiers binaires. Ensuite, il y a les répertoires. Ce sont des fichiers contenant les noms des fichiers et leur numéro d'inode. Ensuite, vous avez les liens symboliques qui permettent de présenter une image d'un fichier sous une autre nom. Et ensuite, vous avez quoi? Les fichiers spéciaux en mode bloc. Ce sont les portes sur les périphériques fonctionnant par bloc de données. Voilà les types de fichiers qu'on peut avoir sous Linux. On retient les types de fichiers qu'on peut avoir, c'est les fichiers normaux, c'est les répertoires, c'est les liens symboliques et les fichiers spéciaux en mode bloc. D'accord? Maintenant, ceci dit, connaissant, on peut aussi ajouter quoi? Les fichiers spéciaux en mode de caractère et les tubes nommés FIFO. J'avais oublié, on peut ajouter les fichiers spéciaux en mode bloc, en mode de caractère et les fichiers FIFO. D'accord? Mamoudou Mansour, j'ai dit que sous Linux, il n'y a pas une différence entre fichier et dossier, quoi, et répertoire. Il ne fait pas la différence entre ces deux-là. Raison pour laquelle je vous ai listé les types de fichiers qu'on peut avoir sous Linux. Les types de fichiers qu'on peut avoir sous Linux, c'est les fichiers normaux. C'est les répertoires, c'est les liens symboliques, c'est les fichiers spéciaux en mode bloc, c'est les fichiers spéciaux en mode caractère et c'est les tubes nommés FIFO. Voilà les types de fichiers qu'on peut avoir. Maintenant, quels sont les droits d'accès? Supposons, quand je fais ça, vous pouvez aussi faire la même chose. Je vais aller au niveau du répertoire. Je vais aller au niveau du répertoire de base de l'utilisateur. Je vais aller au niveau du répertoire de base de l'utilisateur. Et ce répertoire de base-là, pour se déplacer, je mets cd / home. Le nom de la machine, c'est MAM. Et quand je mets là-bas le ls tout court, vous allez voir quoi? Quand je fais le ls tout court, vous avez seulement les répertoires, à savoir desktop, document, download, musique, image, public, snap. Mais regardez quand je mets ls-l, quand je fais ls-l, quel est le constat? Quand j'ai fait ls-l, il me donne les répertoires et les droits. Et comme premier droit, vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi? D, n'est-ce pas? Pour dire quoi? C'est un dossier. La première lettre permet de dire quoi? Que ça, c'est un dossier.
Ensuite, soit ici, pour ce cas-là, il me donne le type de fichier D comme étant répertoire. Si c'est L, c'est comme étant lien symbolique. Si c'est tiré tout court, ça veut dire quoi? C'est un fichier ordinaire. Donc, vous notez que la première partie permet d'identifier le type de fichier. Ce type de fichier-là, ça peut être quoi? Là où vous avez D, ici, le D là, ça veut dire quoi? C'est pour indiquer le type de fichier. Ici, c'est un dossier. Pour notre cas, c'est un dossier. Il peut être L. Quand c'est L, on va dire quoi? C'est un lien symbolique. Ça peut aussi être un tiré pour indiquer quoi? Que c'est un fichier ordinaire. Quand on met directement L, ça veut dire quoi? C'est un fichier ordinaire. Supposons, je vais faire ça. Je mets par exemple touch et je mets quoi? Fichier. Je vais créer un fichier. Et quand je mets ls moins L, quel est le constat que vous voyez sur fichier? Sur fichier, le fichier qui est là, vous avez vu quoi? Qu'au début, il y a un tiré pour dire quoi? Que ça, c'est un fichier normal. Si on avait créé un lien symbolique, en ce moment-là, il va me donner un L pour m'indiquer quoi? Que là, c'est un lien symbolique. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que au niveau, les formats de sortie de ls-l permet de lister les droits et le nom du fichier. Maintenant, ici, vous en avez après le D. Vous avez quoi? R, W, X, R. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? R, W, X, R veut dire quoi? Le R veut dire droit de lire. Oui, Reine-Pierre d'Acosta. Oui, c'est ça que je voulais dire. Le R, c'est Ok. read, le W, c'est write, écrire. Right. Ok. L'X, c'est execute. Exécuter. Ok. Donc, on peut retenir que on a trois types d'accès au niveau des fichiers. Les trois types d'accès, c'est quoi? C'est droit de lecture, qui est R. Il y a droit d'écriture, qui est W. Et il y a aussi droit d'exécution. Maintenant, le R a deux possibilités. Cela veut dire quoi? Que si le répertoire est un répertoire de consultation de ces entrées, sinon, c'est une consultation de contenu. Le W aussi peut avoir quoi? Que si le répertoire a des droits de création, de renommage et de suppression d'une entrée dans le répertoire. Sinon, c'est uniquement droit de modification du contenu du fichier. À part ça, vous avez quoi? Le X aussi a deux options. Cela veut dire quoi? Si le répertoire, si c'est un répertoire, on a droit de traverser. Cela veut dire quoi? On a la possibilité de se déplacer. Sinon, on exécute. Cela veut dire que c'est des droits d'exécution. Rappelez-vous, si c'est un répertoire, vous avez droit de création, de renommage, de suppression d'une entrée dans le répertoire. Sinon, on a seulement droit de modification du contenu du fichier, le W. Pour le R aussi, c'est la même chose. Si c'est un répertoire, on a la possibilité de faire la consultation de ces entrées en faisant le ls. Et sous Linux, on a combien de catégories d'utilisateurs?
Sur Linux, on a combien de catégories d'utilisateurs? On a combien de catégories d'utilisateurs sur Linux? On en a 3. Quels sont les 3? Quels sont les 3? Il y a le user, il y a le groupe et les autres. Le user, le groupe et les autres. Le user, on note ça U. Les groupes propriétaires, on note ça G. Et tous les autres, on note ça O. Donc, chaque catégorie va posséder ces types d'accès. Chaque catégorie va posséder ces types d'accès. Soit c'est R, soit c'est W, soit c'est X. Maintenant, supposons je fais ça. Je vais écrire quoi? Regardez, quand j'écris ls-ld, ls-ld, et je nomme quoi? Je mets par exemple fichier 1. Cela veut dire que ce fichier-là, ça n'existe pas. Je ne peux pas faire une liste sur ce fichier. Maintenant, je vais faire quoi? J'avais déjà créé un fichier du nom de fichier. Quand je mets ls moins ld, le nom du fichier que j'avais créé, il me donne directement que ce fichier-là a été créé, le jour, la personne qui l'a créé, etc. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire un chmod. Je mets chmod. Ensuite, je mets U pour attribuer les droits. Je mets moins. Ensuite, X et je mets fichier. Et quand je refais ls moins ld, le nom du fichier, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que je viens de faire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je viens de faire? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce que je viens de faire? Tu peux parler? Oui, tu peux parler? Oui, bonjour, monsieur. Oui? Bonjour, monsieur. Bon, Oui, bonjour. si je comprends, vous venez de Ouais. cette commande-là, Allô, oui. ça permet cette commande, ça permet juste d'attribuer des droits à l'utilisateur de ne pas exécuter. Exactement. J'ai dit à l'utilisateur qu'en tant qu'utilisateur, je vais restreindre les droits X. D'accord? Maintenant, regardez, quand je fais ça, je vais maintenant lui redonner les possibilités. À la place de moins, cette fois-ci, je vais mettre quoi? Un plus. Monsieur? Je vais rappeler la commande. Monsieur? Oui? Oui. Tu peux parler, c'est pas grave. Voilà. Tu es le seul. Dans ce cas, on peut dire que le chef. Allô? Oui? Dans ce cas, Oui. on peut dire que le chef mode permet de. Oui, je disais, dans ce cas, on peut dire que le chef mode permet de modifier des droits d'accès. Ça, c'est exactement le change mode, comme son nom l'indique, c'est change mode, quoi. Quel mode? C'est les modes d'exécution. Oui, oui. D'accord? Et on peut faire quoi? On peut regarder, est-ce que nous voulons changer les droits
pour l'utilisateur, ou bien les droits pour les groupes, ou bien pour les autres. Parce que si vous regardez très bien, on a dit quoi? On a 3 types d'utilisateurs. Soit c'est les users, soit c'est les groupes, soit c'est les autres. Les autres, ça veut dire quoi? Ce sont les invités, quoi. Si vous voulez ajouter, on peut mettre un plus. Si nous voulons restreindre, on peut mettre un moins. Et si nous voulons maintenant faire une affectation, on met égal. D'accord? Donc, on peut faire quoi? 3 types d'opérations à partir de chmod. À partir de chmod, les 3 types d'opérations, c'est quoi? C'est ajouter, restreindre et mettre le égal. Cela veut dire affectation. Voilà ces 3 types d'opérations qu'on peut avoir avec le chmod. Maintenant, regardez, je vais faire ça. Quand je mets CP, mais CTRL L, je mets CP slash, je mets ETC, je vais utiliser le fichier password, j'utilise le fichier password et je mets un point. Cela veut dire quoi? Copie-moi le fichier password sur le répertoire courant. Le point là veut dire quoi? Sur le répertoire courant. Je vais copier le fichier password sur le répertoire courant. Après avoir copié, je vais lister en faisant quoi? ls-l. Et là, vous voyez que ce fichier-là est là. Et j'ai que les droits d'écriture et de lecture. D'accord? J'ai uniquement les droits. Maintenant, si je fais chmod, quand je mets chmod, je mets quoi? Je mets U moins R et je fais quoi? Password. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai restreint les droits À la lecture. à la lecture. Oui. Est-ce que c'est vrai ou pas? Regardez, quand je mets un 4, quand je mets 4, le nom du fichier, regardez qu'est-ce qu'il me dit. Puisque l'utilisateur qui vient de se connecter, qui avait restreint si vous regardez très bien, je n'ai pas voulu utiliser root parce que root a tous les droits. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu utiliser root. J'ai utilisé un utilisateur simple. L'utilisateur simple a copié le fichier password. Ensuite, il a restreint quoi? À l'utilisateur l'option de lecture. Raison pour laquelle, quand j'ai mis 4, le nom du fichier, pour lire le contenu, il me dit quoi? Vous n'avez plus le droit parce que vous n'avez pas la possibilité de lire, quoi. Essayons de faire quoi? Essayons de rappeler en lui disant, au lieu de moins maintenant, cette fois-ci, c'est plus, pour que je lui redonne la même chose. Et quand je fais 4 passwords, vous voyez, il me remet les informations. Donc, vous, en tant qu'admin système, vous devrez être en mesure de regarder parmi les dossiers partagés qui a droit à quoi. Parce que ce n'est pas l'ensemble des droits que vous allez laisser au fichier pour différentes personnes. Il y a certaines personnes, ce n'est pas des personnes dignes de confiance. Donc, ces personnes-là, on ne doit pas les donner l'ensemble des droits. Supposons, si c'est un dossier sensible, on n'a qu'à dire, OK, vous avez seulement le droit de lecture, mais vous n'avez pas le droit d'écriture. Vous avez uniquement le droit d'écriture, mais vous n'avez pas le droit de lecture, etc., etc. Tout dépend maintenant de la personne à qui vous donnez les droits à un fichier. C'est bon?
OK. On va continuer. Maintenant, regardez cette fois-ci, je vais créer un répertoire. Je mets par exemple mkdir. Je donne le nom du fichier. Je l'appelle par exemple répertoire comme répertoire quoi. Soit j'écris correctement. Je vais créer un répertoire et je vais lister maintenant. Je mets ls-l pour voir est-ce que le dossier répertoire que je viens de créer est là. Oui, effectivement, c'est là. Et il me dit quoi? Que c'est un dossier. Et avec l'ensemble des droits qu'on a à l'intérieur, avec ce dossier-là. Maintenant, je vais faire une restriction en mettant quoi? chmod. Je mets quoi? U. Et je mets -R pour restreindre. Soit à la place de -R, je mets X pour dire quoi? Exécution quoi. Si vous vous rappelez très bien, je vous avais dit quoi? Que les répertoires, on peut avoir plusieurs cas. C'est deux entités. Si j'essaie de me déplacer sur ce répertoire-là, je mets CD, répertoire. Et automatiquement, quand je mets Entrée, il me dit quoi? Que vous n'avez pas la permission de se déplacer sur ce répertoire pour voir l'arborescence. D'accord? On n'a pas la possibilité parce que j'ai fait quoi? J'ai restreint les droits d'exécution. Ces droits d'exécution-là, puisque je les ai restreints, je ne peux pas maintenant se déplacer sur ce répertoire. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer d'ajouter les droits d'écriture aux propriétaires. On retire les droits d'exécution aux membres du groupe propriétaire. Et on définit les droits de lecture et d'exécution à tous les autres utilisateurs. Cela veut dire quoi? Je vais écrire chmod. Ensuite, je mets quoi? U plus W. Le U plus W, cela veut dire quoi? Je dis à l'utilisateur, vous avez quel droit? Le droit d'écrire. Ensuite, je mets quoi? Aux membres du groupe, je les enlève le droit d'exécution. Ensuite, pour les autres, je vais leur donner quoi? Les droits de lecture et d'exécution. Sur quoi? Sur le répertoire que j'avais créé tout à l'heure. Et quand je mets entrée, je mets ls -l. Quel est le constat que vous voyez sur le fichier répertoire? Et vous faites la comparaison quoi. Là, ce que j'ai ici et ce que j'avais auparavant sur sont les droits auparavant. Pour le premier, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai ajouté les droits d'écriture aux propriétaires. Je retire les droits d'exécution aux membres du groupe propriétaire et on définit les droits de lecture et d'exécution aux autres. C'est ça ce que je viens de faire tout à l'heure. Ce que je viens de faire, c'est aux utilisateurs, je les ajoute les droits d'écriture. Pour le groupe, je l'enlève les droits d'exécution et pour les autres, je l'ajoute le droit de lecture et d'exécution. Monsieur? Maintenant, dites-moi ce que fait cette partie-là.
Quand je mets chmod, Monsieur? oui, Voilà, maintenant ici, comment on peut faire la part des choses entre les utilisateurs et le groupe d'utilisateurs sur, sur l'accès au fichier, quoi. n'est-ce pas? Si vous regardez très bien ce que je vous avais dit la fois passée, je vous avais dit que si vous maîtrisez la gestion des groupes et des utilisateurs, cela veut dire que vous comprenez en grande partie la partie administration, quoi. Toi, supposons tu es développeur. Tu mets en place une application. Mais avant de finaliser l'application, vous avez mis quoi? Des fichiers à l'intérieur d'un dossier. Maintenant que vous partagez avec vos collaborateurs. Vous ne voulez pas que vos collaborateurs modifient certaines choses sur le fichier, soit fassent quelque chose sur ce fichier-là. Tu peux regarder quels sont les membres du groupe qui sont censés de comprendre en modifiant ce qu'ils font. Et les autres qui ne sont pas membres d'un groupe. Supposons que tu peux créer un groupe DevOps, soit un groupe développeur. Ensuite, à part cela, vous avez l'admin système qui n'a rien à voir avec le groupe développeur. Vous avez aussi des assistants. Maintenant, ces assistants, tu peux les considérer comme étant les autres. Les membres du groupe développeur, puisque vous les avez ajoutés sur ce groupe-là, eux, ils ont la possibilité de faire l'ensemble des actions que tu leur définis sur le groupe. À part ça, l'admin système, lui, il peut avoir l'ensemble des droits sur l'ensemble des fichiers. Mais tu peux lui restreindre, puisque tu es admin système, tu es l'admin du groupe, tu peux lui restreindre certaines fonctionnalités. D'où la nécessité de comprendre ces genres-là, quoi. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, mais ici, je faisais allusion à la commande ls L. Parce que ici, j'ai ls, fait un constat. Oui. ça Bon, permet parce que de ici, j'ai fait un voir. constat. Oui. Voilà, parce que ici, j'ai fait un constat. J'ai constaté que quand on met des devant, ça veut dire que c'est un répertoire. Et s'il y a un tiré, donc c'est un fichier, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, maintenant ici, sur la dernière commande, là on a mis RW-R. Maintenant, c'est là-bas que je ne sais pas. Donc, comment, par exemple, on peut faire la partition pour savoir que ce RW-là, ça concerne les utilisateurs, le R, ça concerne les groupes, et X, ça concerne peut-être les autres utilisateurs. Ok, j'avais dit quoi? Si vous me suivez, j'avais dit le format de la sortie de ls-l. Vous avez premièrement le type de fichier. D'accord? Ensuite, vous avez les trois qui suivent. Cela veut dire les trois informations qui suivent. C'est les droits de l'utilisateur. Ensuite, les trois aussi qui suivent, c'est les droits du groupe. Ensuite, les trois derniers, c'est les droits des autres. D'accord? En quelque sorte, les informations, c'est d'abord le type de fichier, le droit des utilisateurs, les droits du groupe et les droits des autres. Quand vous tapez directement la commande ls-l, il va vous indiquer ces informations-là. Premièrement, le type de dossier, soit le type de fichier. Ensuite, tout ce qui suit automatiquement du type de fichier, c'est les droits de l'utilisateur. R, W, X, ces premiers-là, c'est les droits de l'utilisateur. Ensuite, quand vous continuez, les trois qui suivent, lecture, écriture et exécution, ce sont les droits du groupe. Ensuite, les trois derniers qui suivent,
c'est les droits des autres. En regardant notre répertoire, ici au début, quand on a restreint, vous avez vu quoi? Que les droits d'exécution ne sont plus là sur les 3 premiers, à part le type de fichier. Vous avez seulement RW. D'accord? Ensuite, l'autre, c'est pour le droit du groupe. Et le dernier, c'est pour le droit des autres. Parce que j'ai dit quoi? Que l'utilisateur a la possibilité de lire uniquement. Ensuite, pour les membres du groupe, je leur dis quoi? Que vous ne pouvez pas exécuter. Et le dernier, j'ai dit quoi? Que les autres peuvent lire et exécuter. Donc, la sortie, vous retenez que la sortie de ls-l est composée de 4 parties. Il y a le type de fichier, le droit des utilisateurs, le droit du groupe et le droit des autres. Pour résumer quoi? D'accord? Maintenant, regardez, quand je tape la commande chmod-r u-w, ensuite, je donne le nom du répertoire que je vais restreindre les informations et je vais taper quoi? ls-l. Est-ce que quelqu'un peut me dire que fait l'option -r? Que fait l'option -r? Est-ce que vous pouvez me dire que fait l'option -r? N'est-ce pas? J'ai dit quoi? Que ça, c'est un répertoire. Puisque c'est un répertoire, à l'intérieur, il peut exister quoi? Des fichiers, n'est-ce pas? C'est un répertoire. À l'intérieur, il peut exister des fichiers. L'option -r va permettre la permission de se propager aux fichiers se trouvant dans le répertoire. Mais dès lors que vous faites directement chmod u plus x, par exemple, en ce moment-là, les gens, la restriction s'applique à la fois sur le fichier et sur le répertoire. Mais si vous voulez seulement laisser la restriction sur le répertoire, mais pas sur le contenu, cela veut dire les fichiers qui sont à l'intérieur, vous ajoutez l'option -r. L'option -r vous permettra maintenant de donner la permission de se propager aux fichiers se trouvant dans l'intérieur. Parce qu'on peut avoir un dossier et ce dossier-là, on effectue une restriction de sorte qu'on ne peut pas se propager. Ça veut dire qu'on ne peut pas se déplacer quoi, pour aller à l'intérieur du dossier. Mais avec l'option -r, ça permettra maintenant de se déplacer à l'intérieur du dossier et que vous pouvez faire maintenant des modifications. Ça dépend des restrictions que vous faites, quoi. Maintenant, ces valeurs-là, le plus souvent, il y a ce qu'on appelle des notations numériques pour les droits. Et pour les notations numériques, le R correspond à 4, le W correspond à 2 et le X correspond à 1. De sorte que moi, je peux faire quoi? Je peux faire une restriction en prenant uniquement des valeurs. Parce que le plus souvent, vous allez voir quoi? chmod -r 777, soit 666, soit etc. Cela veut dire c'est en ce moment-là, vous dites, OK, le R correspond à 4. Ensuite, le W correspond à 2 et le X correspond à 1. Maintenant, puisque ces parties-là sont définies ainsi,
Maintenant, qui peut me dire quelle est la correspondance de ça chmod? Qui peut me dire quelle est la correspondance de chmod moins grand R? Et je mets quoi? 755 et je pars sur le répertoire. Qui peut me dire que fait cette commande? N'est-ce pas? Je vous ai dit que le R correspond à 4. W correspond à 2. Exécution X correspond à 1. Et je vous avais dit que la nomenclature de la sortie ls-l, on a le user, le type de fichier, on a le user, on a le groupe et on a les autres. En se basant sur voilà, le user, le groupe et les autres, quelle est la valeur numérique du user? Quelle est la valeur numérique du groupe? Et quelle est la valeur numérique de l'exécution des autres? Ensuite, vous allez me dire quoi? Que vaut R pour le user, que vaut R pour le groupe et que vaut R pour les autres. Vous avez entendu? Pour les users, le R est égal à combien? Pour les users, R égale à combien? Regardez, les users, c'est la première, c'est le 7. Le 7 correspond au user. Le 5 correspond au groupe et l'autre 5 correspond aux autres. D'accord? L'autre correspond aux autres. Si vous regardez, le premier 7, c'est pour les users. On sait que les users, on a R, W, X. Ça veut dire quoi? Puisque R égale à 4, W égale à 2, X égale à 1, si vous faites la somme, 4 plus 2 plus 1, ça fait 7, n'est-ce pas? Donc, les users ont la possibilité de lire, d'écrire et d'exécuter. Ensuite, le 5, je sais que c'est 4 plus 1. Ça veut dire quoi? Que le groupe a seulement droit de lecture et droit d'exécution. On les a enlevés les droits d'écriture. Ensuite, pour les autres, c'est aussi 5, donc c'est 4 plus 1. Donc, à partir de là, je vais dire quoi? Je vais dire que les autres aussi ont le droit de lecture et d'exécution. Et le plus souvent, la majeure partie, quand vous installez un fichier, quand vous installez des paquets, et que vous créez un répertoire et vous voulez donner maintenant les droits, d'accord? Vous donnez les droits à ce fichier. Vous n'avez pas besoin de mettre des U, des X, etc. D'accord? Le plus simple, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser la nomenclature numérique. Cela veut dire la notation numérique des droits. Et quand vous appliquez la notation numérique des droits, là, c'est plus facile pour que vous puissiez maintenant faire le truc. Maintenant, si je fais, par exemple, chmod moins grand R 777, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'accorde l'ensemble des droits à l'ensemble des utilisateurs du groupe et des autres. Quand je fais chmod moins grand R 777, puisque cette 7, ça correspond à lecture, écriture et exécution, parce que R c'est 4, W c'est 2, X c'est 1, ça fait 7. Si je le fais pour tout le monde, cela veut dire quoi? Que l'ensemble des utilisateurs ont l'ensemble des priorités, quoi. Et que ces priorités-là, c'est à moi de les définir. Et qu'est-ce que je veux?
pour que les membres, soit les utilisateurs, puissent exécuter ces informations-là. C'est bon? Dans l'ensemble? Si vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir. Oui, Oui, monsieur. Oui, vous parlez. Ok, voilà. Maintenant, si on voulait uniquement attribuer une permission à un groupe d'utilisateurs, dans ce cas, on allait mettre chsmod-r070. Oui, à ce moment-là, les 00 là, c'est pour dire quoi? Que les autres n'ont pas de droit. Oui, n'ont pas de droit d'accès. Pour le groupe et pour les autres, quoi, qui n'ont pas de droit. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Donc, et là, c'est fréquent, quoi. Si vous regardez, quand vous voulez faire des installations, soit quand vous voulez partager, par exemple, pour votre site web, que vous allez héberger, quoi. Ah, d'accord? Les sites virtuels, là, que vous hébergez sur le répertoire d'Apache. Le plus souvent, vous accordez des droits pour que les personnes puissent maintenant exécuter, quoi, soit faire des modifications sur le fichier de mise à jour. Et là, c'est comme ça que les gens font maintenant pour accorder les droits. D'accord? De sorte que si vous voyez une personne mettre chmod-r avec des options numériques, vous allez dire, OK, donc ce gars-là, il est en train de faire quoi? Il est en train d'accorder les droits à l'ensemble des utilisateurs et à l'ensemble des membres du groupe, soit à l'ensemble des autres utilisateurs. Oh. Maintenant, lors de la création d'un fichier ou d'un répertoire, des droits par défaut sont appliqués. Et ces droits-là sont inscrits dans le système et ne peuvent être changés. Par exemple, quand vous créez pour la première fois un fichier, soit un répertoire, il va inscrire quoi? Par défaut les droits dans le système et ne peuvent pas être changés. Par défaut, les valeurs sont les suivantes. Pour un fichier, c'est 666 et pour un dossier, c'est 777. Un dossier. Faites très attention. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est pour un dossier. Mais pour un fichier, la valeur maximale, c'est 666. D'accord? Donc, le système permet d'appliquer un filtre de droit lors de la création d'un fichier ou d'un dossier. Ce filtrement, maintenant, est une valeur numérique qui sera soustraite au droit par défaut, afin de définir ce qu'on appelle les droits attribués à un fichier. Et ce filtre maintenant se nomme ce qu'on appelle UMask. Le UMask est par défaut configuré à 0,22. Il est possible maintenant d'échanger la valeur de l'UMask par la commande UMask suivie de la valeur à définir. Supposons quand je mets UMask, et je fais quoi? 0,02. Là, je définis par défaut quoi? Je dis OK, par défaut, le masque est défini à 0,2. Les permissions maintenant, les permissions pour un fichier va devenir quoi? 666 moins 0,2. Et pour un dossier, ça va être quoi? 777 moins 0,2. Regardez. Je vais, n'est-ce pas, j'ai mis quoi? Le UMask est égal à combien? Le UMask est égal à 0,02. Je vais créer, je mets touch, je vais créer un fichier que je vais nommer, par exemple, fichier, puisque je vais créer un fichier 1, je l'appelle fichier 1. D'accord? Et je mets ls moins l. Fichier 1 est là. Quel est le constat que vous voyez?
Quel est le constat que vous voyez? Oui, quel est le constat? Que les utilisateurs ont quoi? Les utilisateurs ont R et W. Le groupe ont R et W. Et les autres ont seulement R. Calculez-moi la valeur numérique. Pour les utilisateurs, j'ai R et W, cela veut dire que ça fait 6. Pour le groupe, j'ai R et W, ça fait 6. Et pour les autres, j'ai seulement R, ça veut dire quoi? J'ai 664. D'accord? J'ai 664, cela veut dire quoi? Que j'avais défini le UMask à 002. Donc, l'ensemble des droits que je vais avoir va devenir quoi? 666 moins 0,02, moins 002 pour avoir 664. J'avais dit quoi? Que la valeur maximale pour un fichier, c'est 666 et la valeur maximale pour un dossier, c'est 777. Donc, si je définis la valeur de UMask, ce que je vais avoir, je vais faire quoi? Je vais changer. Regardez cette fois-ci, je vais dire quoi? Que mon UMask est égal à 200 par exemple. Mon UMask est égal à 200. Je vais créer un fichier du nom de fichier 2 et je mets entrée. Quand je mets ls moins l, j'ai quoi? Le fichier 2 est là. Quelle est la valeur numérique du fichier 2? Quelle est la valeur numérique du fichier 2? Si vous vous souvenez, ce que j'avais fait, c'est quoi? J'avais défini la valeur de l'UMask égale à 0,002. Et pour calculer, j'ai dit quoi? On prend, si c'est un fichier, c'est 666 moins la valeur. Là aussi, si vous voulez calculer, vous faites quoi? 666 moins 200. Ça veut dire 466. Et ce 466-là, ça correspond parce que le R, c'est 4 pour les users. OK, c'est bon. Pour les utilisateurs, j'ai R et W. R, c'est 4, W, c'est 2, ça fait 6. Donc, j'ai 4 et 6. Et pour les autres aussi, j'ai R et W, ça veut dire que ça fait 6, donc j'aurai 466. OK, c'est bon? Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Il y a aussi ce qu'on appelle des permissions spéciales. En plus de ces trois droits-là, il existe maintenant d'autres permissions spéciales permettant une gestion avancée des autorisations. On peut avoir des permissions spéciales SUID, des permissions spéciales SGID et des permissions spéciales STIC-BIT. Cela veut dire quoi? Si un système Linux, une commande dispose des mêmes droits d'accès au fichier que l'utilisateur qui a démarré la commande, le SUID permet l'autorisation de l'identifiant du propriétaire lors de l'exécution d'un programme. Pour être plus clair, on va taper la commande chmod, on met U plus S et je lui accorde à notre fichier, le premier fichier par exemple, je lui accorde ces droits-là. Et quand je mets ls moins l, quel est le constat que vous faites? Vous avez vu quoi? Que ça a changé même la couleur. En me disant quoi? Vous avez R, W, S, ensuite RW. Pour dire quoi?
que vous avez créé un fichier, mais en tenant compte d'un utilisateur spécial. Cela veut dire en ajoutant ce qu'on appelle une permission spéciale. Et là, on l'appelle le set user ID. Le set user ID. Le set user ID, ça permet l'autorisation de l'identifiant du propriétaire lors de l'exécution d'un programme. Cela veut dire quoi? Que ceci va permettre de déléguer les droits sans pour autant donner trop de droits à l'utilisateur. Ce qu'on a fait pour le set user ID, on peut aussi le faire pour le groupe. On peut aussi le faire pour les autres. Cela veut dire quoi? Si vous regardez très bien, en appliquant un set user ID qu'on appelle SUID, le résultat de la commande ls-l va vous donner ce que vous avez vu. Ensuite, on note que le X de l'exécution du propriétaire est remplacé par S. N'est-ce pas? Vous avez senti ça? Vous avez senti que le X est remplacé par S. Je peux aussi faire quoi? Je peux aussi faire la même chose. Au lieu de l'appliquer au niveau de l'utilisateur, je peux l'appliquer au niveau du groupe. Et quand je l'applique au niveau du groupe et je mets ls-l, vous allez vous rendre compte que ça change aussi par rapport à ce que nous avions auparavant. Et là, le résultat, c'est quoi? Le SGID, cela veut dire quoi? Set Group Identifier. On note que le X de l'exécution du propriétaire est remplacé aussi par S au niveau du groupe. Ça, c'est pour accorder ce qu'on appelle les permissions spéciales. Supposons, je vais créer un dossier. Je mets mkdir. Je mets mkdir dossier. Je crée un dossier, quoi. Je l'appelle dossier. Et à partir de là, je vais accorder des droits en mettant quoi? chmod. Je mets plus T. Ensuite, je donne le nom du dossier où je veux accorder les permissions. Et quand je remets ls-l, quel est le constat sur le dossier? Quel est le constat que vous voyez? Ça veut dire quoi? Que le R de lecture du propriétaire est remplacé cette fois-ci par T. Le R de lecture du propriétaire du dossier est remplacé par T. Ça, c'est pour dire quoi? Que je vais appliquer l'autre règle qu'on appelle sticky bit à un fichier. Le sticky bit à un fichier, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette permission a pour principale caractéristique d'autoriser uniquement le propriétaire d'un dossier à le supprimer. Si vous voulez que uniquement le propriétaire du dossier supprime ce dossier-là, vous allez ajouter ce qu'on appelle les permissions spéciales avec le T. Et là aussi, on peut utiliser la nomenclature numérique pour faire les informations nécessaires. Maintenant, cette partie-là, on a terminé avec la gestion des utilisateurs, des fichiers et des groupes. Il va nous rester maintenant ce qu'on appelle la compression
la décompression, en quelque sorte, les différents formats d'archivage. Parce que le plus souvent, on peut travailler sur un dossier. Ce dossier-là est volumineux. On ne peut pas l'envoyer et pour réduire sa capacité de stockage, on va le mettre quoi? Sous forme d'archivage. Vous voyez aussi des fois, vous pouvez installer des paquets et l'installation de ce paquet-là, vous allez opter quoi? Par le téléchargement de l'archive et vous allez maintenant désarchiver l'archive sur un répertoire donné. Pour cela, vous devrez comprendre quoi? Premièrement, vous devrez comprendre comment je vais faire la compression d'un fichier, soit d'un dossier, soit comment je vais faire la décompression d'un fichier, soit d'un dossier. Pour faire la compression, on peut le faire de plusieurs manières. Supposons, je vais copier le répertoire service de ETC. Je mets service sur le répertoire où je me suis. Je suis sur un répertoire d'un utilisateur quelconque. Je vais copier le fichier service, cela veut dire le dossier service, sur le répertoire courant. Quand je mets cp/etc service point, j'ai effectué la copie. Je vais faire quoi? Le ls moins lh et je donne le nom du fichier. Vous allez vous rendre compte quoi? Que ce fichier-là a uniquement quel droit? Cela veut dire que l'utilisateur a uniquement quel droit? Les droits de... OK. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais essayer de compresser ce fichier-là. Je vais compresser ce fichier. Pour compresser ce fichier, je vais utiliser le paquet qu'on appelle gzip. Je mets gzip, le nom du fichier que je veux compresser. Je veux compresser ce fichier. Et quand je compresse ce fichier, ça veut dire quoi? Je vais compresser ce fichier sous le format zip. On peut faire une compression suivant plusieurs formats. Et le format le plus connu, c'est quoi? C'est le format zip et le format tar. C'est les formats que vous connaissez le plus. Un fichier est sous format zip, cela veut dire quoi? Que le format de compression est zip. Le dossier, soit un fichier est sous format tar, cela veut dire quoi? Le format de compression est tar. Si vous voulez maintenant décompresser, vous allez utiliser le format adéquat pour faire la décompression. Là, j'avais copié le fichier sur le répertoire courant, le fichier service sur le répertoire courant. Maintenant, je viens de faire la compression. Si je veux voir, est-ce que je l'ai bien compressé, je mets le ls moins lh, service. Automatiquement, quand je clique sur tabulation, il va m'indiquer le format de compression. Et là, vous allez vous rendre compte que ce format-là n'est pas la même chose que ce format-là. Ensuite, la taille diffère. Ici, c'était 13 kilo-octets. Et là, maintenant, c'est 5,3 kilo-octets. Donc, la compression d'un fichier permet de réduire la taille du fichier. Et maintenant, le format qui suit va vous donner quoi? Le format de la compression. Ça veut dire quoi? C'est un format zip. Et quel est le constat? Vous avez vu quoi? J'avais 13 kilos et là, j'ai quoi? J'ai pratiquement 5,3. Donc, c'est pratiquement doublé quoi. J'ai pratiquement doublé le format de compression. Maintenant, faites très attention si vous avez des fichiers comme des fichiers MP3, soit des fichiers ZIPEC, il ne faut pas utiliser le format gzip. Gzip n'est pas un bon format pour compresser ces fichiers-là.
Maintenant, pour décompresser ce fichier que je venais de compresser, je vais mettre quoi? Quelle est la commande que je vais mettre pour décompresser un fichier zip de format GZ? On a deux possibilités. Soit je peux taper la commande gzip comme ce que j'avais fait. Je peux taper la commande gzip comme ce que j'avais fait. Et je mets quoi? L'option -D pour indiquer que je dois décompresser. Et je donne le nom du fichier à décompresser. On peut faire ça. Comme aussi, je peux faire autrement en faisant quoi? J'ai un zip pour dire quoi? Je vais décompresser aussi. J'ai un zip. Le nom du fichier permet aussi de décompresser le fichier. Si vous regardez très bien, puisque je l'avais décompressé, raison pour laquelle je n'ai plus l'information. Puisque je l'avais décompressé, je n'ai plus l'information parce que j'ai décompressé le fichier. Et quand je mets le ls -lh, le nom du fichier, soit je mets ls-l, j'avais un fichier compressé. Cette fois-ci, ce fichier est décompressé. D'accord? Pour décompresser un fichier, on va taper la commande gzip -d, le nom du fichier. Soit je tape la commande gunzip. Ensuite, je donne le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est service avec s.gz. On a deux possibilités. Soit on peut taper la commande gunzip, soit on peut taper la commande gzip suivi de -d, l'option -d pour dire quoi? Je décompresse et on donne le nom du fichier à décompresser. Ça, c'est pour compresser un fichier sous le format unzip. Maintenant, on peut aussi compresser un fichier en prenant le format qu'on appelle bzip2. Soit, on peut aussi compresser, soit archiver. Si vous voulez utiliser le format bzip2, il va falloir qu'on installe le paquet. Je mets quoi? apt install. C'est pour installer un paquet. Et c'est quel paquet? C'est le paquet qu'on appelle bzip2. Le paquet bzip2, c'est ce paquet-là que je vais installer. Puisque je ne suis pas root, je vais ajouter quoi? Sudo pour lui dire quoi? En tant que root, installe-moi le paquet. Il va me demander le mot de passe au root. Je vais taper le mot de passe. Je rappelle. Je mets le mot de passe. Ok, je me log en tant que root. Ok, quand je me log en tant que root, je vais mettre quoi? apt install. Je mets quoi? bzip2. bzip2. Automatiquement, il va m'installer quoi? Il a installé le paquet en me disant quoi? Que ce paquet s'était déjà installé. Maintenant, pour vous, si vous n'avez pas installé, il faudra, si ça n'existe pas, il faudra l'installer en tapant directement la commande apt install pour dire quoi? Je vais installer le paquet bzip2. Maintenant, si je veux maintenant archiver, je vais aussi me connecter en tant qu'utilisateur simple. Je mets quoi? Bzip. Et je donne le nom du fichier que je veux archiver. Le nom du fichier, c'est service2.
Et automatiquement, quand je tape sur Entrée, il va me dire quoi? Que ce fichier-là est déjà. Et quand je mets le ls-lh, service, vous allez voir quoi? Le format va changer. Le format cette fois-ci, c'est quoi? C'est BZ2. Et quand je mets Entrée, automatiquement, il va me dire quoi? Que le format d'enregistrement, soit de compression du fichier que vous avez utilisé, est du format BZIP2. Donc là, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Si je veux compresser ou décompresser un fichier, j'ai deux possibilités. Soit je vais utiliser gzip, soit je vais utiliser bzip2. Pour décompresser maintenant, je vais utiliser gzip -d, le nom du fichier compressé. Pour l'autre cas, pour décompresser aussi, je vais mettre aussi la même chose, bzip2 -d, le nom du fichier à compresser. Par exemple, quand je veux décompresser, je peux taper bunzip -d. Ensuite, je donne quoi? Le nom du fichier que je veux décompresser. Comme aussi, je peux taper directement bzip2 -d, le nom du fichier, quoi. D'accord? Je peux aussi taper bzip. Au lieu de mettre bunzip, je mets seulement bzip2 et je décompresse. Puisque je l'avais déjà décompressé, raison pour laquelle il ne peut plus maintenant décompresser deux fois. Maintenant, comment je vais faire pour créer ce qu'on appelle l'archivage? Bzip et gzip ne gèrent pas la compression d'un seul fichier fourni en argument. Maintenant, pour créer une archive, on va faire recours à ce qu'on appelle tar. La commande tar est un exemple pratique qui va nous aider à faire ce qu'on appelle la compression. D'accord? Il va nous essayer de comprendre comment je vais faire la compression. Maintenant, essayons de faire quoi? Je vais créer un dossier du nom de config. Je mets quoi? mkdir. Le nom du dossier, je l'appelle config. Je vais créer un dossier du nom de config. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais placer tous les fichiers .config que je trouve dans l'arborescence etc. En faisant quoi? La commande find. Et je vais faire quoi? Je mets find. Un instant. Allô? Oui, ça va bien, on est là. OK. La couleur rouge, c'est pour indiquer que ça, c'est un fichier archivé, quoi. Suivant le format, la couleur change. Si vous voyez, les dossiers, le plus souvent, sont sous format bleu. La couleur est bleue. Les fichiers, le plus souvent, c'est sous un format blanc. Maintenant, les dossiers archivés,
le plus souvent, sont sous format rouge. Papa a dit. Papa a dit, n'est-ce pas? C'est ça que tu posais. C'est bon? Maintenant, je vais taper la commande find etc. Ensuite, je mets quoi? Moins name. Moins name. Ensuite, je mets espace. Ensuite, je mets quoi? Je mets entre griffes. Je mets étoile. Je mets quoi? Point config. C'est pour dire quoi? Que je vais aller chercher au niveau du répertoire ETC l'ensemble des fichiers qui ont comme nom et qui terminent par point config, quoi. D'accord? Ensuite, je mets signe supérieur et je mets quoi? Slash dev. Je mets slash nul. Je mets espace. Je mets moins exec. Espace cp. Je mets accolade ouvrante et accolade fermante. Je mets environ. Je mets quoi? Slash. Je mets config. Ça, c'est le dossier de mon config que j'ai créé tout à l'heure. Le dossier config que j'ai créé tout à l'heure. Ensuite, slash, espace, et je mets quoi? Anti-slash. Je mets point virgule. Quand je valide, il me dit que pour faire la copie, ok, j'ai oublié le slash entre les configs. Ok, là je vais ajouter supérieur à 2 et je valide. Ensuite, il y a l'erreur. Je reviens, je vois l'erreur. Il me dit quoi? Patch must present expression slash dev slash nul. Ok. Donc je mets 2 supérieur à la place de supérieur 2 pour voir le résultat. Ok. Voilà. Donc, il y avait des problèmes d'expression. Et quand je mets par exemple le ls config, là, on vous dit que pour le moment, sur le répertoire ETC, on n'a pas trouvé quelque chose qui avait les informations quoi, de point config. Raison pour laquelle ici à l'intérieur, vous n'avez rien à l'intérieur.
Maintenant, je vais faire quoi? Je vais essayer je vais créer 3 fichiers au niveau de ls. Je mets par exemple cd, je pars à config. Ensuite, là, si vous regardez, il n'y a rien à l'intérieur. Je vais créer maintenant 3 fichiers. L'un, je l'appelle fichier 1. L'autre, je l'appelle fichier 2. L'autre, je l'appelle fichier 3. Il me dit que je n'ai pas le droit de créer à l'intérieur de mes répertoires là. Donc, je me connecte en tant qu'utilisateur root pour pouvoir faire ça. En tant qu'utilisateur root, je mets cd tout court pour sortir du répertoire. Je mets ls. Vous voyez que ici il y a 2 fichiers, Snap et Snapchat. Je vais créer le fichier mkdir, le fichier config. Je vais créer le fichier config mkdir. Le nom du fichier, je l'appelle config. Je me déplace sur ce répertoire, cd config. Je crée les fichiers. Fichier 1, fichier 2 et fichier 3. Une fois que j'ai créé ces 3 fichiers-là, je vais faire quoi? Je vais rassembler l'ensemble de ces fichiers-là pour créer ce qu'on appelle une archive. Je vais taper la commande tar, je mets cvf, ensuite je donne quoi? config.tar pour dire quoi? Que je vais créer un dossier d'archivage et je vais indiquer là où je vais le mettre. Puisque je suis à l'intérieur là, je n'ai pas besoin de mettre autre chose. Ok, je peux ajouter où je vais le mettre. Je mets quoi? Sur le dossier config. Revenons ls pour voir. Ok. Il a créé ici ce qu'on avait donné parce que je veux qu'il me crée quoi? Le fichier tar quoi. Et ici, il m'a créé maintenant le fichier tar. Et une fois que maintenant j'ai créé ce fichier tar, je peux aussi faire ce qu'on appelle je peux décompresser ce fichier-là aussi, quoi. Comme aussi, je pouvais faire autrement. Puisque je suis à l'intérieur, je peux faire autrement en faisant quoi? En tapant la commande directement tar, je mets -cvf. Ensuite, je donne le nom. Le nom, je l'appelle par exemple archive.tar pour dire quoi? Que ce fichier de compression que je vais créer est du nom de archive.tar. Quels sont les fichiers? C'est fichier 1, ensuite fichier 2 et ensuite fichier 3. Et quand je mets entrée, vous allez voir quoi? Il va me dire quoi? Il va me créer un répertoire en prenant fichier 1, fichier 2 et fichier 3 et il va le mettre quoi? Sous format archivage, si vous regardez. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous tapez la commande tar cf, le nom du fichier que vous voulez archiver, cela veut dire le nom d'archivage. Soit vous tapez la commande tar-cf, le nom de l'archivage, et vous donnez maintenant les fichiers que vous voulez archiver. Il peut arriver aussi dans un répertoire, vous ne voulez pas créer plusieurs
Cela veut dire les fichiers compressés, ça ne correspond pas à l'ensemble des dossiers du répertoire. C'est à vous de chercher quels sont les fichiers que vous voulez utiliser pour faire la compression. Maintenant, regardez, n'est-ce pas? J'ai créé deux archives, tar.config et archive.tar. Je vais sortir du répertoire config. Soit, je peux faire quoi? Je peux faire un move, je sors de là, je mets mkdir, je vais créer mkdir, je vais créer un répertoire du nom de répertoire. Ensuite, je vais déplacer. D'accord? Je vais déplacer. Je veux déplacer archive.tar sur le répertoire. En ce moment-là, comment je vais faire? Je vais utiliser la commande move, comme ce que nous avions vu. Ensuite, je donne là où se trouve le répertoire. N'est-ce pas? J'avais créé un répertoire du nom de config. Ensuite, sur ce répertoire-là, j'ai quoi? Sur ce répertoire, j'ai ce qu'on appelle le fichier archive.tar. Je veux déplacer le fichier archive.tar sur le répertoire que je viens de créer, que j'ai nommé répertoire. Comment je vais faire? Je vais utiliser la commande move et je vais lui indiquer quoi? Le fichier archive que j'avais au niveau du répertoire. Parce que si vous regardez très bien, au niveau du répertoire ici, vous avez quoi? Le répertoire config, vous avez le répertoire qu'on appelle répertoire. Si je veux, je peux dire quoi? Je me déplace sur config et j'écris quoi? Move pour déplacer archive.tar. Je vais le déplacer sur le répertoire que j'avais appelé quoi? Répertoire. Et quand je vais sortir de là, je mets cd point pour quitter le répertoire config. Et je me déplace sur le répertoire et je mets un ls. Pourquoi vous ne voyez pas le fichier? Pourquoi vous ne voyez pas le fichier? Quand je tape ls-l, il me dit aussi que sur ce répertoire-là, il n'y a rien. Pourquoi vous ne voyez pas ce répertoire? Pourquoi vous ne voyez pas ce répertoire? Ça veut dire que vous ne voyez pas le dossier compressé. Pourquoi vous ne voyez pas le dossier compressé? Il est masqué. Comment on sort les dossiers, soit les fichiers masqués? Comment on sort les fichiers masqués? ls-a. Voyons voir. Je mets ls-a. On a fait ls-a, mais on a vu quoi? Il y a des dossiers toujours qui sont masqués parce que je ne parviens pas à les voir. Il y a toujours des dossiers masqués. Donc, je vous
je vous laisse ça comme question que vous allez résoudre pour la semaine prochaine, d'accord? Vous allez me chercher quoi? Comment fait-on pour ressortir? OK, il y a certaines qui ont donné LS moins AL. Là aussi, qu'est-ce que vous voyez? Toujours les dossiers manquants, il y a des parties où qui ne sont pas visibles, quoi. Donc, je vous laisse me chercher cette information-là pour la semaine prochaine, d'accord? Maintenant, on va retourner. Je mets cd config. Si je veux désarchiver, ce que j'avais archivé, je vais taper la commande tar -xvf et je donne le nom. Le nom, c'est archive. OK, je l'avais déplacé. J'avais déplacé archive. Donc, il va me rester config, quoi. J'avais déplacé archive, n'est-ce pas? Raison pour laquelle je ne le vois plus. Mais pour config, je le revois. Donc, je mets quoi? tar -xvf. Et quand je clique sur entrée, automatiquement, vous allez voir quoi? Il a désarchivé. Et quand je mets le ls, vous allez revoir quoi? Que ces fichiers-là, je les ai encore à nouveau sur le répertoire courant. Donc, le tar -xvf permet de faire ce qu'on appelle le désarchivage. Pour la compression, on peut utiliser gzip. Pour décompresser, on peut utiliser gzip-d, le nom du fichier compressé, soit gunzip-d, le nom du fichier compressé. Si je veux aussi, je peux utiliser le bzip2. Maintenant, si c'est pour archiver, je vais utiliser ce qu'on appelle la commande d'archivage. Et la commande d'archivage, c'est quoi? On va utiliser la commande tar. La commande tar permet d'archiver les informations. Je peux mettre tar cvf, comme aussi je peux mettre quoi? Tar, le nom des fichiers que je veux mettre, maintenant qui sont précédés par -cvf. Pour faire ce qu'on appelle le désarchivage, on va faire quoi? On va faire tar -xvf. À la place de C, on va remplacer le C par X pour avoir ce qu'on appelle le désarchivage. Oui? Bonjour, monsieur. Mansour. Oui, bonjour, Oui. monsieur. Donc, si je comprends bien, Bzip2 permet de faire la compression. Oui. Tar pour l'archivage. Donc, la différence entre compresser et archiver un fichier. Pour compresser, on réduit la taille de du fichier. Oui. Maintenant, est-ce que si on archive, la taille de la fichier va diminuer ou pas? Oui, ça va diminuer, oui. Ok. Mais il faudra faire que archiver, en général, il n'y a pas de restriction sur les types de fichiers, quoi. Mais par contre, pour compresser, il y a certains fichiers qu'on peut compresser et d'autres qu'on ne peut pas compresser suivant les formats, quoi. Gzip, il y a certains formats de fichiers qu'il peut compresser, mais par contre, tar peut compresser n'importe quel type de fichier, quoi, soit archiver n'importe quel type de fichier, quoi. D'accord? Voilà la différence en quelque sorte. Ok, je pense que on peut s'arrêter là aujourd'hui. Vous pouvez maintenant faire quoi? Oui, Mamoudou Mansour.
Voilà. J'avais par rapport aux utilisateurs. Si un, Oui. si un utilisateur, on lui donne par exemple le droit d'écrire sur un fichier avec le W, Oui. et Mhm. après on l'ajoute dans un groupe, et dans ce groupe, on n'a donné que le droit de lire, pas d'écrire, Oui. R tout simplement. Est-ce que Oui. le droit de l'utilisateur auparavant, en amont qui était W, va être révoqué maintenant? Si l'utilisateur est dans le groupe, ça va Oui. être révoqué, mais si l'utilisateur n'est pas dans le groupe, il ne va pas être révoqué, quoi. Ça veut dire quoi? Si l'utilisateur se connecte en tant qu'utilisateur du groupe, quoi, en ce moment-là, on va lui restreindre. Parce qu'en ce moment-là, c'est seulement les restrictions du groupe qui vont s'appliquer. Mais s'il se connecte sur son répertoire personnel avec ses identifiants, pas sur le groupe, là, il peut faire sans les restrictions qu'on a accordées au niveau du groupe. Ok, je comprends. D'accord? Oui. Okay. Avez-vous des questions avant qu'on se dise à la prochaine? Maintenant, n'oubliez pas de faire les TP, quoi, les labs qui se trouvent sur la plateforme. N'oubliez pas de les faire. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. Et on se verra la semaine prochaine si tout va bien. D'accord. Allez, merci, au revoir. Mamadou Diouf? Tu veux parler, Mamadou Diouf?